Cette semaine, on met la table pour le marketing d'influence, une transition plus douce vers le mev web demandé et pour le guide Michelin qui débarque au Québec. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. Vous le savez tous, la compétition en restauration est féroce, énorme. Pour se démarquer et se faire connaître, les gestionnaires d'établissements sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le marketing d'influence. Le jeu en vaut-il la chandelle? Y a-t-il des étapes à suivre et des erreurs à éviter? On en discute avec Alexandre Cossette, directeur marketing pour Grey Collection, qui regroupe une dizaine de restaurants, d'hôtels, de terrasses sur le toit et de spas, essentiellement dans le Vieux-Montréal. Alors Alexandre, tout d'abord, c'est quoi le marketing d'influence? Pour moi, le marketing d'influence, je le vois davantage comme la création de contenu. À une époque, oui, il y avait un petit peu plus d'influence, on va dire, avec le mot d'inciter les gens et tout ça. C'est de moins en moins, là, les gens ils sont conscients qu'il y en a beaucoup, donc il y a peut-être un petit peu moins de force avec ça, mais au niveau de la création de contenu, ça permet d'avoir de la visibilité, c'est un autre canal de communication. Il y en a encore des influenceurs, il y en a qui fonctionnent dans des niches et tout ça, mais c'est quand même de plus en plus difficile là, d'avoir vraiment des réels influenceurs qui vont pousser à l'action par la suite. Là. Je crois que c'est dans une mixité globale que ça fonctionne. Alors comment on choisit quand même, si on va dans ce marketing d'influence, quels sont un peu les critères, les points que l'on doit surveiller, à prendre en compte? Bien, c'est sûr qu'il faut s'assurer que les influenceurs sont les influenceurs créateurs de contenu qui répondent à nos besoins au niveau de notre marque, de notre message. Si on est un restaurant super fancy, bien, on faut aller avec des gens qui sont quand même dans cette niche-là. Si on est dans un restaurant un peu plus funky, bien, on n'ira pas avec quelqu'un qui est des full super class et tout ça pour répondre vraiment à autant notre style de restaurant, mais également à notre clientèle cible qu'on essaie d'aller rejoindre, donc autant au niveau des âges, du secteur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, surtout à Montréal, qui viennent d'un peu partout. Donc, on se ramasse avec des gens super influents, qui ont du beau reach, des belles statistiques, mais qu'au final, ils sont plus populaires aux États-Unis ou en France. En tant que restaurant, par exemple, c'est pas nécessairement le marché de la France ou des États-Unis qu'on cherche, on cherche plus le marché local. Donc, il faut s'assurer que nos influenceurs avec lesquels on travaille répondent à notre critère démographique. Est-ce qu'il y a des outils pour cela où on doit chercher par nous-mêmes, regarder leur interaction qu'ils ont avec leur communauté? Comment ça s'organise? Il y a différents outils qui sont disponibles, la majorité quand même payants, qui peut être quand même dispendieux. Mais par contre, souvent, nous personnellement, on n'utilise pas les outils payants. On utilise quelques outils qui sont gratuits, mais qui donnent quand même une information limitée. Mais avec les influenceurs créateurs de contenu, ils sont capables de nous fournir les informations. Donc, il suffit simplement de le demander, de demander les statistiques démographiques de leurs followers. Puis ils nous donnent tout ça. En même temps, on est assuré d'avoir la bonne information, parce que les plateformes de statistiques, des fois, on ne sait pas trop qui prennent l'information. Donc, quand on y va vraiment avec leurs informations, ils sont capables de tout nous donner, démographique, le reach, leurs statistiques. Donc, ça nous aide beaucoup à avoir l'âge, la provenance des gens, autant par ville que par pays, tout dépendamment de notre cible. Est-ce qu'il y a une sorte de contenu que l'on recherche plus particulièrement? Est-ce que c'est plus des vidéos léchées ou plus des vidéos, disons, en égo-portrait? Qu'est-ce qu'on recherche de votre côté? Ça dépend toujours de l'influenceur, de son style, parce qu'on doit s'adapter quand même au style. Si quelqu'un est toujours en éco-portrait, par exemple, puis qu'on lui demande une vidéo plus funky, bien, sa communauté ne va pas répondre. Par contre, nous, on est plus dans le type de vidéo un peu plus lifestyle, vraiment pas trop léché, pas trop fake, parce que sinon, ça semble plus être une publicité, ce qu'on fait déjà un peu de notre côté quand on fait de la production vidéo. Donc, on essaie d'aller chercher plus quelque chose de vraiment réel, donc qui est plus l'expérience. Ça peut être en une portion égo-portrait, montrer la bouffe, montrer l'expérience, donner du feedback sur comment ça s'est passé, plutôt qu'une vidéo très léchée, scriptée, parfait. On en a avec lesquels c'est leur style, donc on y va avec leur style, mais on est plus dans une optique de réalité là, avec eux. Est-ce qu'on fait confiance à des influenceurs des influenceuses qui nous contactent directement, ou on préfère aller chercher ces gens-là?
C'est un mix des deux. On reçoit énormément de demandes de notre côté avec les hôtels, les restaurants et tout ça. Je dirais que la majorité, probablement 70%, c'est des gens qui nous ont contactés. C'est plus facile pour nous aussi, on va se le dire, mais on leur fait confiance. On leur demande les mêmes informations qu'on demanderait à quelqu'un. On analyse de la même façon qu'une personne qu'on essaierait d'avoir. Donc, c'est encore là demander les statistiques. Souvent, quand ils nous contactent, ils arrivent déjà préparés avec un kit média ou des choses. Il y en a qui ne l'ont pas, mais on le demande, on vérifie quel type de contenu ils veulent faire, les dates, qu'est-ce qu'ils s'attendent en retour aussi, parce que c'est tout ça aussi. Là. Des fois, les contreparties sont un peu disproportionnées versus ce qu'ils proposent, donc il faut voir à ça aussi. Oui, on va en parler des attentes, des échanges. Est-ce que c'est des échanges de services ou des échanges monétaires payés pour faire venir des influenceurs? Mais tout d'abord, tu as parlé de kit média. Est-ce qu'il y a des influenceurs qui se professionnalisent? Est-ce que tu as vu ça au fil des années? Beaucoup. C'est rare ceux qui en ont pas. Ceux qui en ont pas sont toujours un petit peu plus louches, mais souvent c'est parce qu'ils sont un petit peu plus petits aussi, qu'ils sont pas représentés par une agence, que c'est eux par eux-mêmes pendant un voyage ou des choses comme ça. Donc c'est pas nécessairement on les met de côté parce qu'ils n'ont pas de kit média, parce que si un kit média, ça dit bien ce qu'ils veulent bien dire et enjoliver les chiffres. On veut voir les screenshots, comme on dit, des statistiques réelles, mais ça s'est vraiment beaucoup amélioré là, au niveau de leur approche et tout ça, même au niveau de la façon de négocier, de discuter, contre entre guillemets, et tout ça. Donc, ça s'est vraiment beaucoup amélioré, de par les lois aussi qui ont été mises en place, surtout en Europe, un petit peu au Canada, mais quand même encore frileux, je dirais, au niveau des lois pour ça. Mais ils n'ont pas le choix un peu d'être un petit peu plus professionnels dans leur approche. Une fois qu'on a fait tout ce travail, disons, de préparation en amont, quand vient le temps de justement négocier, parler, quelles sont, disons, les choses auxquelles on doit faire attention, comment on doit commencer cette démarche-là? Il faut s'assurer que, de un, leurs attentes versus ce qu'ils nous offrent soit quand même soit balancé. Si la personne elle arrive et elle nous demande un repas pour 10 personnes, ça ne fonctionnera pas. Je ne cherche pas à avoir de la création de contenu, un influenceur en échange de leur organiser leur anniversaire. On veut des expériences plus petites, plus réelles, quand même plus centrées, autant pour nous qu'on puisse s'assurer de les servir au maximum de notre capacité versus un groupe. Donc, quand ils font des trop grosses demandes, ça finit souvent qu'on va les mettre de côté, mais sinon on se concentre souvent à du 2-4 personnes. Après ça, il y en a qui vont nous demander une rémunération monétaire, mais la majorité cherche plus à faire de l'échange, surtout quand ils nous approchent. Quand nous, on les approche, c'est différent. Mais quand eux nous approchent et qu'ils ont un peu un besoin, on va dire, ils cherchent un restaurant à avoir une expérience, venir tester notre restaurant ou avoir un séjour, par exemple, gratuit lors de leur voyage à Montréal. Chez vous, à AgriCollection, est-ce que ça fait partie intégrante de la stratégie de mise en marché, de marketing, de vente, la création de contenu par des tiers, disons? Oui, ça fait partie intégrante de notre stratégie. Comme je disais un peu d'entrée de jeu, ça fait partie de la mixité. Donc, c'est pas, on met pas tous nos œufs dans ce panier-là en se disant que c'est le go-to, mais ça fait partie d'un des canaux de communication avec lequel on travaille. Pour nous, c'est comme l'équivalent d'un média social, d'un spot à la télé. C'est de la visibilité, c'est du reach qu'on va chercher avec eux. Je reviens un instant sur... tu as parlé tantôt de faire un party d'anniversaire pour un influenceur. Je reviens peut-être à l'envers ou d'une autre perspective. Quand on fait venir un influenceur ou une influenceuse, est-ce qu'on en fait venir plusieurs ou on fait quelque chose de vraiment singulier, unique avec cette personne-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un party d'influenceurs, entre guillemets, ou on essaye de faire quelque chose d'unique à chaque fois? Ça dépend des projets, des besoins. Je vous dirais que par le passé, on faisait beaucoup d'événements où on invitait tout le monde. C'était un one-shot deal.
mais on s'est rendu compte que la qualité qu'on en retirait par la suite, ça devenait un petit peu plus des égo-portraits, du chit-chat entre eux parce qu'ils se connaissent tous, sont amis. Donc, le focus était plus sur la fête, les gens, puis moi sur leur expérience. Donc, on en fait encore, là, tout dépendamment du principe de ce qu'on a besoin de faire, un lancement d'une terrasse, par exemple, des choses comme ça. Mais on est plus dans la vague maintenant de faire des expériences uniques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en inviter 3-4 en même temps, mais qui sont assis chacun à leur table, pas en mode fête globale. Donc, on est plus dans la création d'expériences réelles, en fait, aussi. C'est que dans un groupe, dans le restaurant, il y a rarement un groupe qui a privatisé le restaurant, qui, tu sais, c'est pas la vraie réalité de ce qu'on vit. Puis quand on le fait aussi souvent en grand groupe, on finit par faire des bouchées. Donc là, c'est plus le menu réel. Les photos, c'est un mini burger au lieu d'avoir le beau burger avec ce qui vient avec, une petite bouchée de tartare. Donc, tu sais, au niveau de la visibilité aussi, de ce que ça donne comme contenu, c'est un contenu qui se fait plus corporatif, venez privatiser le restaurant, puis moins le grand public qu'on cherche à aller chercher avec eux. Donc on essaye de rester le plus collé à la réalité possible de l'expérience client. Oui. Pour nous, c'est ultra important qu'ils puissent expérimenter le menu réel. Quand on les reçoit, on n'a pas de limite, là. C'est pas... vous avez le choix entre... on n'a pas un menu réduit spécialement pour eux dans lequel on enlève les items super chers, là. Si vous voulez prendre un mort, allez-y, profitez-en. Par contre, la majorité sont très, très raisonnables dans ce qu'ils prennent. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a peur. Donc jusqu'à présent, si je comprends quand même, l'expérience de créateur de contenu, créatrice de contenu est globalement positive chez vous. Oui, très positif. On en a fait plusieurs. Oui, on en a des fois qui ça l'a un peu débordé, qui ont été un petit peu plus excessifs dans le bouteille de champagne et tout ça. Mais c'est minime là, dans la quantité avec lesquelles on a travaillé. Là. La majorité sont très professionnels. Ils fournissent le contenu de qualité. Donc, majoritairement, surtout quand ils sont locaux aussi, là, parce qu'ils veulent... pas défaire leur nom. 2, ils veulent qu'on les réinvite. Surtout quand on a 15 propriétés au total, ils veulent éventuellement revenir à un autre et tout ça. Donc, c'est un petit milieu. Je dirais peut-être que ceux qui sont de l'extérieur, qui ont moins une accroche localement, des fois, ils s'en foutent un petit peu plus. Le contenu est un petit peu plus bancal ou des fois, le contenu, il fait juste pas arriver ou il arrive 6 mois plus tard. C'est un contenu d'été, ils sont rendus en hiver, donc des fois ça fait partie de la game, mais c'est quand même minime là, le pourcentage avec qui ça arrive. Justement, est-ce qu'on a un droit de regard sur le contenu? Est-ce qu'on met ça dans le contrat au départ? Ça dépend du type d'entente qu'on a. C'est sûr que si c'est un contrat payé, tout est préapprouvé, vérifié, contre-vérifié avant d'être publié, ça c'est certain. Quand c'est de l'échange invité dans lequel on ne les paye pas, il y a moins un droit de regard. On va quand même donner des lignes directrices pour s'assurer de quel genre de contenu on veut, par exemple, pour une terrasse, par exemple, on veut s'assurer qu'il y a qu'il y a des vues, un cocktail, la nourriture, parce que des fois, on en a eu par le passé où on ne le spécifiait pas puis on se ramassait avec juste de la vue. Puis c'est bien, mais on est un restaurant, on veut voir ce que les gens vont pouvoir manger. Donc, on y va plus dans cette optique-là. Si la personne rend un très beau contenu, bien parfait, elle reste dans notre liste. Puis si le contenu, on est comme pas super, correct, mais sans plus, ben merci. Puis on vous rappellera pas. Comment on mesure la réussite d'une création, d'un contenu? En gros, est-ce c'est payant? Je crois que oui. Difficile de dire, par contre, le ROI précis d'une campagne comme ça, à moins qu'il y ait quelque chose d'attaché après ça d'un code promo pour une réservation, des choses comme ça. Mais en restauration, c'est pas quelque chose qu'on fait tant que ça, un code promo ou quelque chose du genre. Donc, on va plus vraiment le regarder, nous, au niveau du reach, donc de combien de gens on a rejoint, les interactions, est-ce que les gens sont intéressés par ce contenu-là. Parce que souvent, encore là, ça fait partie de la mixité, donc c'est pas parce que quelqu'un voit une publication
d'1 million de personnes qui l'ont vu, que les gens vont se lancer pour réserver ou autre. Mais ça fait partie du mix, donc on le voit plus à long terme de ça. Par contre, des fois, on va le voir vraiment un lien direct, là, par exemple, quand on a un élément très Instagrammable dans un établissement, par exemple, où là, il y a une personne, un influenceur qui vient, qui se prend en photo, là, dans les semaines, mois qui viennent, là, tout le monde se prend en photo comme ça. Donc, on le voit qu'il y a quand même de l'attractivité de par ce type de mixité-là, parce qu'avant, il y avait personne qui se prenait en photo dans cet angle-là, par exemple, ou avec cet élément-là du décor. Puis là, tout d'un coup, là, on en voit beaucoup, 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 beaucoup. Donc, par défaut, on l'associe un peu à l'influenceur qui l'aura fait chez nous. Mais après ça peut être un add-on aussi, mais on va l'associer souvent à ce qui a été fait. Mais tu sais, si l'influenceur a commandé un plat de pâtes au homard, puis les plats de pâtes au homard montent, on ne va pas nécessairement, parce que là, à quel point les gens savent qu'est-ce qu'ils ont pris en analysant la vidéo et tout ça, mais ça aussi, ça peut être des petits indicateurs de réussite si le plat est vraiment mis de l'avant, bien évidemment, dans le contenu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des restauratrices, des restaurateurs qui hésitent peut-être à se lancer dans cette aventure-là? N'ayez pas peur. Il faut le faire. Ça fait partie. C'est la même chose que quand les médias sociaux sont arrivés. Au début, plusieurs étaient réticents. Ça fonctionnera pas, des choses comme ça. Ça fonctionne. Des fois, c'est des petits pas qu'on réussit à finalement y arriver. Mais faut pas avoir peur, c'est pas non plus très compliqué. On peut le faire très simple. Pas obligé d'avoir de contrat, du main écrit, signé, tout ça, une entente par courriel. Tout dépendamment de la structure, évidemment, de l'équipe en restaurant qui sont capables de gérer. C'est sûr que plus on est organisé, mieux c'est pour s'assurer qu'au final, on a le résultat. Mais rien n'empêche d'essayer, d'aller chercher un plus petit influenceur. Souvent, les plus petits influenceurs, ils veulent vraiment, ils se donnent 1000 fois plus qu'un autre parce qu'ils veulent pouvoir grandir et tout ça. Donc, c'est souvent très positif pour nous. Donc, après ça, il faut juste voir qu'est-ce qu'on veut en retirer de l'influenceur. Et une fois qu'on s'est lancé, est-ce qu'il y a une question de fréquence? Est-ce qu'on le fait toutes les semaines, tous les mois? Est-ce qu'il y a une recette ou c'est vraiment à la liberté de chacun? Il n'y a pas une recette, mais il ne faut pas trop le faire souvent. Parce que quand on le fait trop souvent, on a l'air de payer les gens pour venir dans nos restaurants. Donc, je ne crois pas que ça envoie nécessairement un bon message. On veut on veut peut-être en payer quelques-uns, il y en a quelques-uns qui vont venir inviter. Mais on veut aussi que les gens, puis même que ceux qui sont considérés comme des influenceurs, viennent par eux-mêmes aussi en tant que réels clients et tout ça. Parce qu'au final, si à chaque semaine, il y a 2-3 influenceurs qui sont chez nous, ça apparaît quand c'est du contenu un peu sponsorisé et tout ça. Donc, au final, ça envoie plus un message de « j'achète les gens pour venir ». Donc, il faut le faire par parcimonie. Ça peut arriver, nous, des fois, que pendant une semaine, on en a 3 qui sont venus parce que ça l'a donné avec leur date et tout ça, mais c'est pas quelque chose qu'on cherche à faire là, spécifiquement à chaque semaine ou à chaque 2 semaines ou à chaque mois. Là, ça vient avec le flow des demandes aussi. Là. D'un point de vue marketing, de ton point de vue, est-ce que cette stratégie, disons, média, est viable encore? Est-ce qu'elle va durer longtemps? Est-ce qu'elle est là pour durer? Comment tu vois ça? Je pense que c'est viable, ça va durer, ça a quand même une possibilité de durer longtemps. Par contre, je crois que ça va plus tourner vers justement de la création de contenu. De plus en plus d'influenceurs se lancent dans des plateformes, créent eux-mêmes leur channel un petit peu. On le voit avec Vlogday Everyday, par exemple, qui est une marque, mais qui se sont créés eux-mêmes un média, puis autant ils poussent leurs propres produits, ils poussent d'autres produits en même temps. Donc, ça devient un influenceur, mais de plus en plus, les gens se créent des plateformes. Je crois que ça va s'en aller de plus en plus vers ça pour eux-mêmes générer plus de revenus en ayant un peu sa propre plateforme. Je ne sais pas qu'ils vont se partir des médias sociaux, mais je crois que c'est la création de contenu a vraiment le vent dans les voiles. Le côté influenceur, malheureusement, des fois, ça a un terme un peu péjoratif. Là. On en a tellement eu et tout ça. Donc, je crois que ça délaisse un petit peu plus
Ça, surtout avec l'arrivée de TikTok, par exemple, qu'il y a vraiment beaucoup de contenu qui est créé à tous les jours et tout ça. Donc, je crois que les influenceurs se voient beaucoup plus comme des créateurs de contenu dans lesquels s'intègrent des placements de produits ou autres. Justement, on parle des plateformes, du contenu par milliers, dizaines de milliers chaque jour. Vous, est-ce que vous avez une plateforme que vous préférez? Ça dépend des établissements, encore une fois. C'est sûr que TikTok, c'est notre cheval de bataille en ce moment pour être présent autant avec les créateurs de contenu, influenceurs, mais autant nous personnellement aussi pour créer notre contenu. Mais c'est sûr qu'au niveau de la restauration, oui, TikTok, mais Instagram reste encore très fort de notre côté, là. Avec les vidéos sur Instagram, ça reste encore assez important de ce côté-là. Mais TikTok rapidement arrive à prendre le dessus sur Instagram, là. Un grand merci Alexandre pour cette discussion très intéressante. On peut retrouver tes conseils dans le numéro estival du magazine ARQ Info. Une transition plus douce pour le MEV Web, remplacer graduellement les modules d'enregistrement des ventes, les MEV physiques, quand ils lâchent plutôt qu'une migration forcée vers le MEV Web. C'est ce que demande l'ARQ dans une lettre qu'elle a récemment adressée au ministre des Finances, Éric Girard. L'association y a fait part de ses inquiétudes concernant la date butoir fixée au 31 mai 2025 pour l'installation de la version infonuagique du MEV. L'ARQ propose plutôt de lier l'obligation de migration vers le MEV Web pour un établissement ayant un MEV physique au fonctionnement de ces derniers. En clair, votre association plaide ainsi pour un remplacement graduel. Lorsque le MEV physique d'un exploitant rendra l'âme, eh bien il devra migrer vers la solution infonuagique. Cela permettrait une période de transition plus ordonnée pour l'industrie et plus justifiée financièrement pour les exploitants également. C'est à suivre. Après Québec, Ottawa, le programme des travailleurs étrangers temporaires a du plomb dans l'aile. Un peu moins d'une semaine après le gel annoncé par le gouvernement du Québec du traitement des demandes dans la région de Montréal, Ottawa lui a emboîté le pas le 26 août dernier. Le fédéral apporte à son tour des restrictions supplémentaires qui vont grandement limiter l'utilisation du programme, notamment pour l'industrie de la restauration. L'ARQ s'inquiète vivement de ces modifications qui entreront en vigueur le 26 septembre prochain, particulièrement celles qui visent la durée maximale qu'un travailleur étranger temporaire pourra passer en sol canadien. Elle sera réduite de moitié, passant de 2 à 1 an seulement. L'ARQ est également préoccupée par les demandes de renouvellement à venir pour de nombreux travailleurs déjà présents, formés et intégrés dans leur milieu de travail. Votre association, en collaboration avec d'autres organisations patronales, va demander à Ottawa de revoir sa position et à tout le moins de repousser à une date ultérieure l'entrée en vigueur des modifications qui viendront fragiliser de nombreux secteurs économiques au Canada. Le guide Michelin débarque au Québec. La première édition québécoise du guide gastronomique mondialement reconnu sera disponible au printemps 2025. L'annonce a été faite la semaine passée par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, dont l'ARQ est membre. L'Alliance a conclu une entente avec l'entreprise française qui fait du Québec la première province canadienne à accueillir le guide Michelin sur l'ensemble de son territoire. Toronto et Vancouver possèdent leur édition depuis 2022, mais chacune est circonscrite à ces deux villes. Il ne fait aucun doute pour l'ARQ que l'arrivée du guide Michelin au Québec mettra en évidence tout le talent qui se trouve dans les cuisines et les salles à manger d'ici, en plus de faire connaître à l'international la culture culinaire de la province. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur X. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.